Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. On est ensemble comme tous les matins jusqu'à 9 h avec vous, Jean-Michel Apathy. Bonjour. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est avec nous et Guy Birenbaum également. Et notre invité ce matin est président de l'UDI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Apathy. Un nouvel acte de terrorisme s'est produit hier après-midi à Paris sur le parvis de Notre-Dame. Et ce matin justement, le Conseil des ministres devrait adopter une mesure présentée par Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale. Il s'agit de réunir quelques autorités politiques ou du renseignement autour d'une task force susceptible d'agir plus rapidement contre le terrorisme. C'est un gadget, c'est nécessaire, il faut faire d'autres choses qui n'ont pas été faites, Jean-Christophe Lagarde. Je pense d'abord que c'est mal nommé parce que la task force, c'est pas ça, mais en réalité, c'est la recentralisation à l'Élysée de l'unité de commandement des services de renseignement. J'espère en tout cas que ça préfigure le rassemblement d'un certain nombre de services de renseignement. Il y a trop en réalité de séparation et du coup des renseignements qui se perdent et une efficacité qui est moindre que celle qu'on pourrait attendre. Vous le pensez? Vous le savez? Je le pense. Que le renseignement en France aujourd'hui, si on vous écoute, ne fonctionne pas bien? Je pense par exemple que entre la DGSI, qui est là pour faire du renseignement, et l'ASDAT, la coopération est insuffisante. Elle existe naturellement, mais je me demande pourquoi on a ces deux unités. Je vous prends que cet exemple-là. Parce que la DGSI est déjà un regroupement. Oui, mais je vous dis qu'on a besoin, en l'occurrence, d'avoir, de mon point de vue, deux types d'unités. Une unité pour l'intérieur et une unité pour l'extérieur. Je pense aussi qu'on devrait s'inspirer un peu des méthodes du renseignement militaire à l'extérieur. C'est ce qu'on fait en Syrie, au Sahel, etc. Aussi pour mieux se connecter à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est bien que le président de la République veuille reconcentrer. Je pense que ça aurait été mieux au niveau du ministère de l'Intérieur ou de Matignon que de l'Élysée. Pour le reste, ce qu'il faut en réalité changer, ce que nous demandons, ce qu'il semble vouloir faire, c'est ce que semble vouloir faire Emmanuel Macron. C'est ne pas vivre sous état d'urgence permanent. Il y a des lois, nous disons ça depuis janvier 2015 et novembre 2015. Il y a des lois qui sont nécessaires en situation d'état d'urgence, mais l'état d'urgence n'étant pas permanent, ces lois-là, il faut le rentrer dans le droit normal. Mais donc du coup, ça sera un état d'urgence de fait. Et je vais vous dire, moi j'ai voté... Vous comprenez le raisonnement? C'est un peu curieux. Non. Il faut transposer l'état d'urgence dans les lois, comme ça on n'appelle plus état d'urgence puisque c'est des lois. Non, parce que par exemple, c'est la même chose. Non, parce que par exemple, quand vous avez la perquisition administrative ou l'assignation à résidence, etc., vous avez peu de voies de recours dans la loi état d'urgence, on en aurait beaucoup plus dans l'état de droit classique. C'est ce que nous avions demandé à François Hollande. C'est la raison pour laquelle moi j'avais refusé de voter la prolongation, la 3e prolongation de l'état d'urgence. Si je suis député dans quelques jours, je voterai celle-là parce qu'on nous annonce enfin, jusqu'en novembre, et en novembre, dans la loi, il y aura les mesures antiterroristes prévues et normales. Gilles Manchet. Vous avez dit à l'instant même préféré que cette task force soit domiciliée au ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça veut dire que vous craignez une concentration excessive des pouvoirs chez Emmanuel Macron, pour dire les choses clairement? Non, je pense simplement que le ministre de l'Intérieur est le mieux placé pour assurer la sécurité des Français, que le président de la République a bien d'autres missions, et que si évidemment il y a notamment le Conseil de sécurité, enfin de défense nationale, etc., pour recentraliser ou que le président commande, il a besoin, il l'a dit, d'avoir des ministres qui travaillent, qui font le travail. C'est pas à lui de tout faire, il a bien d'autres choses à faire. Donc, Conseil des ministres ce matin où de nouvelles mesures seront adoptées. Vous voyez Emmanuel Macron travailler depuis quelques jours à l'Élysée, 15 jours, 3 semaines bientôt. Vous avez envie de travailler avec lui après les élections législatives? Pour moi, la question ne se pose pas comme ça. Moi, je la pose comme ça. Oui, mais moi, c'est gentil d'y répondre. Je vais vous donner ma réponse, vous inquiétez pas, monsieur Apathy. C'est gentil. La question, en réalité... vous allez reformuler la question. Emmanuel, si vous me laissez le faire, oui. Oui, d'accord. Bah, Emmanuel Macron a été élu président de la République et soit il réussit, soit il échoue. S'il réussit, c'est les Français qui en bénéficient. S'il échoue, c'est nous qui payons les pots cassés. Et donc, l'UDI... Est-ce que vous avez envie de travailler avec lui? Et donc, l'UDI travaillera avec Emmanuel Macron sur tous les sujets qui permettront à la France d'avancer et qui permettront aussi aux Français d'en tirer des fruits. C'est ça notre état d'esprit. Il ne s'agit pas de reproduire des vieux réflexes débiles, d'ailleurs nous ne les avons jamais eus, d'opposition systématique à tout. Vous savez, on a voté 14 textes, je crois, sous François Hollande. Il y a beaucoup de bêtises qu'il a faites, mais quand ce qu'il disait était bien, on le votait. Et on fera exactement la même chose avec Emmanuel Macron. Je vais poser ma question autrement alors. Mais c'est ma question. Hein. Après, si elle est bête, vous la reformulerez. Vous étiez dans l'opposition à François Hollande. Oui. Ça ne vous a pas empêché, quand des textes vous semblaient bons, de les voter, mais vous étiez dans l'opposition. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que les députés UDI, quand ils entreront à l'Assemblée nationale, se situeront psychologiquement dans l'opposition à Emmanuel Macron en votant ce qu'il y aura de bien? Ou bien est-ce que vous dire au contraire qu'ils seront dans la majorité? Non, ce n'est pas notre état d'esprit. Il a dit où? L'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui n'est pas votre état d'esprit? L'Assemblée nationale, c'est d'être dans l'opposition. L'Assemblée nationale. Donc, vous savez ce que c'est, la majorité. Il n'y a pas le choix. Là. Donc c'est majorité. Figurez-vous que si. C'est un peu binaire. En fait. Figurez-vous que si, parce que ce n'est pas binaire.
et que la vie politique, il y a une nouvelle phase de la vie politique française. Manifestement, dans l'élection législative, en tout cas c'est ce que disent les intentions de vote, la question n'est pas de savoir si le président de la République aura une majorité pour gouverner. La question, en l'occurrence, est de savoir s'il va avoir un parti unique ayant le pouvoir absolu et lui carte blanche pour faire absolument ce qu'il veut pendant 5 ans. C'est ça, en réalité, l'enjeu des élections législatives. Ça sera déterminé au premier tour dimanche prochain. Il aura une majorité absolue. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Il aura une majorité absolue. Et la difficulté, de mon point de vue, c'est que ça va empêcher toute forme de rassemblement. C'est même un piège pour lui, je vous le dis comme je le pense. Le fait d'avoir la majorité absolue, ça veut dire, pour un parti unique, de ne plus discuter avec personne, de ne plus dialoguer avec personne, de ne pas avoir besoin de considérer... Oui, peut-être, mais... Monsieur Apathy, de ne pas avoir besoin... Lui, il veut la majorité absolue, donc... oui, mais vous avez raison. Ce qui montre d'ailleurs qu'En Marche devient un parti comme les autres, qui veut tout le pouvoir. Et Emmanuel Macron disait, il y a 6 mois, qu'il fallait un rassemblement. Ce rassemblement risque d'être empêché. Je le dis. Je sais bien qu'aujourd'hui, rien n'est audible, mais je le dis quand même, et on en rediscutera dans quelques mois. Parce que vous voyez chez les Républicains, vous voyez chez les socialistes, et c'est l'état d'esprit de tous les candidats UDI, des gens qui veulent participer au redressement de la France, mais pas le doigt sur la couture du pantalon. Or, quand vous n'avez pas de discussion possible, il n'y a pas de rassemblement possible. La recomposition dont il parlait, elle ne peut pas avoir lieu avec une majorité absolue écrasante. Je vous en cite juste un exemple. Je lisais hier un proche d'Emmanuel Macron qui disait on va même avoir la majorité sans le modem, on pourra se passer du modem. Vous voyez que ça attente à la capacité de rassemblement. Et c'est toujours mauvais en démocratie. Parce que quand le débat politique se concentre dans une seule famille politique, je termine juste ma phrase, quand le débat politique se concentre dans une seule famille politique, eh bien, il n'y a plus de débat. Et le problème, c'est celui du pluralisme à l'Assemblée nationale. Si le débat n'a pas lieu à l'Assemblée nationale, malheureusement, c'est ailleurs qu'il se transfère, c'est dans la rue, et ça finit par bloquer un pouvoir qui se croit absolu. J'ai oublié ma question. Mais non, pas du tout. Non, très sérieusement. C'est quand même assez drôle de vous entendre, vous, depuis que En Marche est là. En gros, plus personne... Tout le monde pense désormais qu'une majorité, c'est une mauvaise chose. Enfin, vous vous êtes tous battus pour avoir une majorité. On se souvient de François Baroin qui disait avant les élections, nous, on a besoin d'une majorité obèse. Vous y étiez tous, mais maintenant que c'est Emmanuel Macron qui va l'avoir, subitement, c'est pas bien d'avoir une bonne majorité. Alors. Écoutez, je vais vous dire, on a essayé la majorité absolue et le parti unique en 2002 avec Jacques Chirac, en 2007 avec Nicolas Sarkozy, en 2012 avec François Hollande. Ces 3 présidents n'étaient pas des imbéciles. Ils ont été prisonniers de ce système-là. La France a une culture bonapartiste. C'est pour ça que ça n'est pas entendable ce que je dis, mais je le dis quand même. Nous avons une culture bonapartiste. Nous pensons qu'en donnant tous les pouvoirs au chef, on lui donne de la puissance et de l'efficacité. Donc si vous avez la majorité, vous allez donner des députés. Sauf que, si je peux me permettre, du coup, vous l'enfermez dans son parti politique, et ce qui ne se passera pas dans les forces politiques, les forces syndicales, etc., se passera dans la rue. On a en France l'apparence du pouvoir, et finalement, ce pouvoir absolu devient vite impuissant face aux réactions de la population. C'est ça ce que je crains. Moi, je veux que ça fonctionne. Je veux que la France puisse redémarrer. Et je pense que c'est mieux dans un état d'esprit de rassemblement que dans l'état d'esprit du parti unique qui n'a jamais fonctionné. On s'est déjà planté 3 fois, on va recommencer. Et l'émission politique va redémarrer, mais ce sera dans 1 minute après l'essentiel avec vous, Léo Chapuis. France Info. Jean-Christophe Lagarde est avec nous ce matin sur France Info dans l'émission politique. Question Gilles Bornstein. Édouard Philippe a présenté hier le cadre de la réforme du marché du travail que va présenter le gouvernement. Et l'accueil des syndicats a été plutôt compréhensif. On écoute Jean-Claude Mailly, le patron de Force ouvrière. C'était sur France 2 hier. Pour le moment, c'est une vraie concertation. Vous savez, en 3 mois, avec beaucoup de réunions, on peut faire beaucoup de choses. Donc maintenant, on va discuter sur le fond du dossier, puis on verra comment ça tourne. Que pensez-vous de ce qu'on dit de cette réforme pour l'instant ? Il y a 2 choses qu'on dit. Il y a à la fois ce qu'affiche Édouard Philippe, qui n'est que ce qu'Emmanuel Macron a dit, c'est d'ailleurs assez flou, assez vague, assez large. Il n'y a pas beaucoup de précisions dans tout ça. Je pense que les précisions, elles viendront avant le vote des Français, ce qui peut d'ailleurs nourrir quelques inquiétudes. Elles viendront après, vous voulez dire ? Après les élections législatives. Pardon, parce que c'est annoncé, je crois, pour le 26 juin, les textes en Conseil des ministres. C'est dommage, parce que vaut mieux que les Français sachent avant, me semble-t-il. Mais enfin, c'est comme ça. Mais enfin, en même temps, s'il y a de la concertation, ça prend du temps. C'est le rythme. Oui, enfin, ça n'empêche pas de concerter en juillet et en août, mais d'avoir un texte le 26 juin. Donc vous voyez bien que la concertation, elle ne sera pas sur le texte en soi. Deuxième observation. Deuxième observation. Moi, je ne veux pas qu'on pense que démonter tout le droit du travail français, c'est la solution pour nos entreprises. Bien sûr qu'il y a des choses à alléger. Par exemple, nous soutiendrons, et c'est ce que je vous disais dans la position libre, qui sera celle des députés UDI, nous soutiendrons l'idée qu'il faut fusionner un certain nombre d'instances représentatives du personnel. Ce n'est pas la peine de les multiplier. Nous souhaiterions, ça ne semble pas être le cas aujourd'hui,
qu'on puisse prévoir à l'entrée du contrat de travail les indemnités de licenciement qui sont prévues, parce que ça sécurise le salarié qui n'attend pas des années devant les prud'hommes pour toucher de l'argent. C'est quand il est viré qu'il a besoin de ces indemnités. Et ça sécurise aussi le patron et ça favorise l'embauche. Pardon ? Ce que vous ne voudriez pas. Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est du passage en force. Je vais vous parler des ordonnances une seconde. Mais sur le fond, indépendamment de la méthode, vous avez l'air de dire que ce texte va trop loin. En quoi ça va trop loin ? Justement, si les 48 négociations, enfin discussions avec les syndicats, c'est une question d'état d'esprit. Soit c'est une discussion avec des avancées possibles et des négociations. Et auquel cas, il faut regarder comment ça se passe. Si c'est en réalité formel, et puis on impose les choses et on passe en force, à ce moment-là, les ordonnances sont un problème. Moi, je suis, et je l'ai déjà dit, je suis favorable aux ordonnances si c'est pour aller vite, mais si elles sont coécrites avec les groupes parlementaires qu'il y aura à l'Assemblée nationale, pas si c'est l'administration et seulement le pouvoir qui décide de tout, à vrai avoir discuté avec les syndicats, peut-être pas négocier. Pourquoi ? Vous voulez que les parlementaires, les députés, les parlementaires participent à l'écriture des ordonnances. On peut parfaitement avoir 2-3 députés par groupe parlementaire qui participent avec l'administration, avec le gouvernement. C'est la proposition que je ferai à Édouard Philippe, pour qu'on évite les erreurs habituelles d'un pouvoir trop centralisé, trop concentré, qu'il discute avec les syndicats, qu'il discute avec les forces parlementaires. À ce moment-là, les ordonnances sont un moyen de gagner du temps et pas de passer en force. Si c'est un moyen de passer en force, à ce moment-là, je trouve ça regrettable. Donc il y a une coécriture des ordonnances. On verra si votre suggestion... Non, j'ai compris. C'est pour éviter une forme d'ultra-mondialisation, d'ultra-ubérisation qui pourrait venir aussi d'une dérive. Je reformulais pour annoncer ce qui suit. Donc, vous demandez de participer à l'écriture des ordonnances. On verra si d'autres groupes parlementaires ou d'autres partis politiques le réclament. Partagez-vous sur le fond la critique de la réforme du Code du travail qu'a énoncé Benoît Hamon au 4 vérités de France 2 hier matin. Entreprise par entreprise, le contrat de travail, les protections qui sont les vôtres, elles seront fixées par l'entreprise et non plus par la loi. Bon, on peut appeler ça le bon sens, mais on peut dire Emmanuel Macron est un petit génie. Ça fait un siècle qu'on sait qu'on a besoin de protection au niveau de la loi, sans quoi les salariés, qui n'ont pas forcément toujours le rapport de force très favorable, eh bien, seraient moins bien protégés. Il a raison, ça. Non, c'est très caricatural. Nous avons comme culture que le contrat, la contractualisation, est bien souvent plus préférable par rapport à la législation. Pourquoi ? Parce que la loi, elle est la même pour tout le monde, partout, quelle que soit votre situation. Or, chaque entreprise peut connaître, et chaque branche professionnelle, c'est là où va se concentrer le débat, peut connaître des situations différentes, des impératifs différents, des enjeux différents. Et le contrat, il est plus souple, plus adaptable. Alors, est-ce qu'il se fait par branche ? Est-ce qu'il se fait par entreprise ? Selon la taille des entreprises, c'est le débat sans doute technique aux yeux de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, mais qui est essentiel. Et c'est là où je dis qu'il faut avoir une coécriture. Et je ne réclamais pas ça pour l'UDI. Je pense que quand il y a des ordonnances, le Parlement doit y être associé. Non, mais vous ne parlez que de méthode sur le fond. Si, dire c'est le Parlement. Excusez-moi, c'est pas une question. Non, mais laissez-moi poser la question. C'est une question de fond. Voilà. Non, là, c'est une Excusez-moi, c'est une question de fond de savoir si c'est dans la branche. C'est la question qu'ils sont en train d'éviter. Si c'est dans la branche que ça se négocie ou dans l'entreprise. Vous avez voté la loi El Khomri ? Pardon ? Vous avez voté la loi El Khomri ? Non, je n'ai pas voté la loi El Khomri parce qu'elle n'allait pas assez loin. Attendez, j'y vais. C'est bon, 49 points, mais je ne l'aurais pas voté parce que je ne l'ai pas voté. J'ai dit une bêtise. Encore une bêtise, je suis. Je ne l'aurais pas. On aurait pu dire plus. Je vous laisse tranquille. Je ne l'aurais pas voté pour une raison simple, monsieur Apathy, c'est que justement, elle ne sécurisait pas le contrat de travail et notamment les indemnités des salariés, alors que je pense que et nous pensons que c'est nécessaire. Mais ce sont des questions de fond sur les branches ou les entreprises. Là aussi, il y a une question que manifestement le gouvernement choisit d'éviter, mais je pense qu'on doit autoriser au premier tour dans les élections dans les entreprises des gens qui ne sont pas syndiqués à pouvoir se présenter. Qu'est-ce qu'on penserait des élections législatives si seuls les gens qui étaient dans un parti politique avaient le droit de se présenter. Ils ouvrent déjà beaucoup de fronts, celui-là, il est compliqué. Celui-là, ils ne le font pas, je le regrette, mais en tout cas, cette discussion peut avoir lieu. Ce n'est pas un affrontement, mais c'est une discussion qui me paraît nécessaire. Si vraiment on veut adapter, moderniser, d'une certaine façon décentraliser une partie du contrat de travail, pas tout le contrat de travail comme veut le faire croire M. Hamon, alors il faut en discuter sérieusement, sereinement, avec des textes à l'appui, et je répète, une coécriture avec le Parlement. J'ai peur dans cette affaire des excès. Une majorité absolue, un parti unique qui laisse à l'administration le pouvoir, se livre à des excès, les Français en paieraient les frais. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir des entreprises à plusieurs vitesses ? Alors une entreprise où les licenciements sont très abrupts, une autre où les licenciements le sont moins, où effectivement toute cette égalité qu'il pouvait y avoir quand même entre les salariés a complètement disparu, des endroits où il fera bon travailler, des autres qu'il faudra complètement éviter. Mais vous savez, aujourd'hui, la difficulté principale de mon point de vue, c'est que le refus d'embaucher en CDI
85% des emplois sont en CDD, vient essentiellement de cette absence des embauches. Des embauches, pardon. Vous avez raison. Vient du fait de cette crainte de la fin du contrat de travail de la part des employeurs. Alors qu'est-ce qui est le mieux pour protéger un salarié ? L'empêcher d'être recruté ou faire en sorte qu'il ait un contrat dont on connaît le début et la fin ? La crainte de la fin, c'est surtout du côté du salarié. Excusez-moi, la question du salarié, c'est qu'il n'y a pas de début parce que l'employeur a peur de la fin. Or, il se trouve que le chômeur, il a d'abord besoin de trouver un employeur. Le chômeur, oui. Oui, donc... si on facilite le licenciement, c'est un CDD... vous savez très bien de quoi il s'agit. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Par exemple, en Suède, puisque c'est de là que naît le concept de flexi-sécurité, et là je vois la flexibilité, je ne vois pas la sécurité dans les lignes qui nous sont proposées, vous avez effectivement plus de facilité à licencier, mais il n'y a pas de chômage parce qu'il y a beaucoup plus aussi de facilité à embaucher ou de liberté d'embaucher. C'est un sujet qui... tourne dans le débat français depuis longtemps. Le président est en train de le trancher. J'espère qu'il le tranchera réellement, sans déshabiller tous les droits des salariés, mais en faisant en sorte de leur donner aussi la possibilité d'être embauchés par des employeurs qui ne sont pas terrorisés par le CDI. Et on y revient dans une minute, il est 8h50. France Info. Jean-Christophe Lagarde sur France Info, dans l'émission politique jusqu'à 9h. Question Jean-Michel Apathy. Le Premier ministre Édouard Philippe annonce dans Le Parisien qu'il va différer au 1er janvier 2019 le prélèvement de l'impôt à la source. C'est une bonne idée ou une mauvaise idée Je pense qu'il a raison et qu'il pourrait même abandonner l'idée. Ça a coûté 50 millions, non ? Oui, d'accord, ça a coûté 50 millions. Mais enfin, c'est pas parce que... pays à pas le faire. Pardon, c'est pas parce qu'une idée a été émise, dont on nous annonçait d'ailleurs qu'on pourrait pas revenir en arrière, la preuve que non, et qu'elle est... en réalité, pour moi, c'est un sujet... qui n'est pas indispensable. Aujourd'hui, en réalité, quand vous vous faites prélever votre impôt tous les mois, c'est comme si, quand vous êtes mensualisé, c'est comme si on vous le prélevait à la source. La seule chose que ça a comme conséquence, c'est d'aller à la fois risquer que l'employeur connaisse des choses sur votre vie privée et ça lui impose des charges supplémentaires inutiles. On transforme les PME notamment en suppôt des agents du fisc pour faire le boulot à la place. Je pense que ce n'est pas intelligent. Il faudrait mieux abandonner la réforme. On a tous reçu nos feuilles d'impôt, notamment prédéclarées. La plupart des déclarations... On les a tous remplies même. La plupart des déclarations sont en réalité quasiment pré-remplies par l'administration fiscale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont besoin de rajouter des choses là-dessus. Et on peut avoir le prélèvement mensuel. Je pense que c'est plutôt une réforme inutile. Le Qatar subit le boycott de nombreux pays du Golfe et de l'Égypte. Quel rapport avez-vous entretenu, vous, Jean-Christophe Lagarde, avec les autorités qataries dans le cadre de votre mandat parlementaire ? Je sais que vous avez été membre du réseau d'amitié France-Qatar jusqu'en 2013. C'est le groupe d'amitié France-Qatar. Moi, j'ai eu des contacts avec l'ambassadeur du Qatar à l'époque qui expliquait ce qu'était la stratégie de son pays. La stratégie de son pays, c'est une stratégie, en tout cas celle qui est affichée, d'influence vis-à-vis des pays occidentaux, parce que c'est un tout petit pays coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. D'ailleurs, ce qui est en train de se passer, manifestement, c'est un conflit de l'attitude du Qatar vis-à-vis de l'Iran que ne supporte pas l'Arabie Saoudite et un certain nombre d'autres pays. Après, ça fait longtemps que courent les bruits, les rumeurs, sans démonstration, mais enfin quand même elles sont insistantes, sur le financement du terrorisme par le Qatar. Je pense qu'il n'y a pas que le Qatar qui financerait le terrorisme dans cette région. Je ne suis pas sûr que toutes les familles d'Arabie Saoudite sont impeccables sur le sujet. On se souvient que Ben Laden, il venait de là, mais même aujourd'hui encore. Bon, la vraie question en réalité, c'est est-ce que nous parvenons à avoir des partenaires fiables qui ne font pas blanc d'une main et noir de l'autre ? Il y a aussi beaucoup de rumeurs, des livres ont été écrits sur l'attitude des autorités qatariennes vis-à-vis des parlementaires français, des députés, des cadeaux, des voyages, des choses qui ont peut-être pu porter atteinte à l'indépendance des parlementaires vis-à-vis de ce pays. Puisque vous avez souvent été à Doha, invité par les autorités qatariennes ? Je suis allé une fois à la conférence de Doha pendant 36 heures pour faire une intervention, je ne me souviens plus sur quoi, c'était il y a une dizaine d'années ou 7-8 ans. Oui, il paraît qu'il y avait des gens qui fréquentaient régulièrement le Qatar, ça n'est pas mon cas. Et recevez des cadeaux aussi, des livres ont été écrits là-dessus ? Jamais. Vous, jamais. Je ne sais pas si ça s'est produit, mais vous, jamais. D'accord. Je pense que l'indépendance, entre guillemets, elle était plus compliquée au niveau des ministres, d'une part, et au niveau des chefs de l'État. La convention fiscale qu'on a consentie, ou qu'on a augmentée... Que vous avez votée en 2008 ? Je ne m'en souviens plus, monsieur Apathy. Je vote beaucoup de lois. Donc, parce qu'il n'y a pas toujours du 49.3. Et puis, c'est surtout, vous savez que les textes fiscaux, quand ils passent comme ça, il n'y a pas... Mais les avantages qu'on a consentis au Qatar et par exemple pas aux Émirats arabes, pourquoi ? Voilà, ça pourrait poser des questions. Vous venez de dire indépendance, vous venez de dire ça pose un problème d'indépendance au niveau des ministres, qui est une sorte d'accusation. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce qu'il y en a qui ont beaucoup fréquenté cette étape, semble-t-il.
Mais vous disiez en 2015 qu'il y a un Qatar bashing. Vous ne répéteriez pas la même chose? Oui, parce que je trouve absurde de condamner le Qatar quand il est en train d'acheter le PSG, parce que ça n'a pas grande importance, sauf pour les supporters du PSG naturellement. En revanche, quand on parle de financement du terrorisme, regardons l'ensemble des pays de la région. Vous aviez demandé une commission J'ai le d'enquête. sentiment, par exemple, que les Émirats arabes unis ne financent pas le terrorisme et sont très proches de nos valeurs et seraient un allié bien plus fiable, y compris que l'Arabie saoudite et peut-être que le Qatar. En clair, moi je suis pour qu'on fasse une sorte d'aggiornamento de nos relations avec ces pays-là. Quand vous parlez d'un temps assez ancien, on n'était pas encore dans les problèmes de Daesh, de terrorisme, C'est 2015. d'internalisation. 2015. Non. Oui, mais je Pour parle ce qui vous des- concerne. des relations Oui, qui Vous avaient- évoquez la proximité pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, si je comprends bien. Oui, enfin, elle s'est poursuivie sous François Hollande. Ou sous François Hollande, si vous Moi, voulez. d'accord. je poursuis. Vous avez dit des ministres ont trop fréquenté le Qatar. Vous en dites trop ou pas assez. De quoi parlez-vous et de qui? Bon, je lis les articles de presse comme vous, donc vous les lirez. Puis Vous n'avez pas d'autres m'expliquerez. informations que la presse? Non, là, très franchement, Ah bon à partir du moment où je voyageais pas avec eux, je vois pas comment je saurais où ils passaient leur week-end. Mais vous avez cité le football, mais il y a le printemps, il y a la Gardère, il y a de multiples hôtels mais de ce luxe. n'est Est-ce pas qu'il la- faut revoir? Non, mais est-ce qu'il faut revoir aussi ce genre de relation Je pense qu'il faut qu'on avec garde le raison, Qatar c'est pour ça que j'étais sur j'avais cette expression sur le Qatar bashing. Les investissements dans un certain nombre d'entreprises sont assez limités et sont en réalité des investissements destinés à toucher des intérêts. Pour faire simple. Quand vous avez 3%, 5%, 6% d'une grosse entreprise, ça n'a pas grande importance, ça n'attend pas à cette entreprise, ça n'exerce pas grande Le influence. Gardère, c'est beaucoup. Hein. Lagardère, je crois savoir, en tout cas c'est ce qui m'avait été dit à l'époque, qu'ils avaient souhaité augmenter leur participation chez les Lagardère et que c'est Nicolas Sarkozy qui les en avait empêchés, notamment pour des raisons de défense nationale. Dernière question, parce que je trouvais que ce n'était pas clair tout à l'heure. Quand des électeurs vont voter pour des députés UDI, vont voter pour des députés de la majorité? Ils voteront pour des députés libres qui voteront Ah, tous des ceux qui députés leur... libres. Attendez, moi je ne cherche C'est pas... un Non, nouveau non, non, concept. C'est marrant comment on tourne des fois autour du pot. Hein. pas du tout. Parce que vous avez dit on ne sera pas Pas dans du- l'opposition, pas- donc pas- ils voteront pour pas des du députés de la tout. majorité. Écoutez, vous voyez bien qu'il y a un Voyez le débat pot avec ceux, et on tourne. il y a un débat avec ceux qui veulent être dans l'opposition systématique à tout. Moi, j'ai des accords avec ce que dit M. Macron, notamment sur la construction européenne, notamment sur l'égalité des Français devant les retraites. Je veux qu'on aille plus loin que ce qu'ils disent dans l'éducation, dans la capacité d'autonomie des enseignants, d'individualisation des enseignements. J'ai des désaccords avec lui sur la CSG, sur la capacité d'indemniser des gens qui décident d'aller au chômage pendant qu'on va réduire la durée d'indemnisation des gens qui sont licenciés. C'est-à-dire que la victime va payer pour celui qui choisit le chômage. Je ne chercherai pas les désaccords, je ne cacherai pas les accords et je ne vais pas non plus, et j'assumerai parfaitement, et nous assumerons parfaitement les désaccords. Vous savez, ce qui est dramatique dans ce que je disais 2002, 2007, 2012, ces espèces de majorité absolue et de parti unique, Ah, vous l'avez c'est dit. qu'on transforme les députés en machines à voter. Ouais. Les députés unis ne Là, sont c'est pas fini. des machines à voter, D'accord. ils Fini. seront là pour soutenir les idées justes, combattre les autres. Après tout, ça devrait servir à ça, un fini. député, non? Avant, c'était Sûrement. simple et maintenant, tout est devenu compliqué. Oh, Merci Jean-Christophe Vous savez, les Lagarde centristes, ils ont d'avoir- toujours, de ce point de vue-là, fait ils la ont même jamais été chose. simples, les Oh, centristes. alors là, quand l'idée est juste, on la soutient. Quand elle n'est pas juste, on la combat. Allez, Ok. on va dire ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, Christophe Et Lagarde. merci à tous, on se retrouve demain.